Welcome dans le numéro 78 d'Aja. 78 c'est quoi? C'est le 78, c'est le département des Yvelines. Ouais. Donc bonjour aux 1,4 million d'habitants et d'habitantes du 78 des Yvelines. Et en 78 il s'était passé quoi? Les Bee Gees deviennent les rois du disco en 78. Claude François nous a quittés. Et aujourd'hui c'est pas le lundi au soleil, mais le mardi au soleil. Bah oui, parce que le numéro 78 d'Aja sort mardi. Ça va les filles? Ouais, top. Vous êtes contentes d'être là? Oui. Vous avez vu de la lumière? Oui. Vous avez dit on va faire une émission? Oui. Bon, vous pouvez nous mettre en tété. Eh. Et c'est très... tu peux nous mettre en tété. Tu peux nous mettre en tété sur Twitter. Pourquoi? Parce qu'on a créé un compte Twitter, tout Ah oui, c'est simplement, vrai. voilà, qui s'appelle Ajactualité. Mettez-nous en tété avec le hashtag Aja. Déjà, tout simplement parce qu'il y a les placements déplacés, les placements d'EP, les placements déplacés. Il y a le placement bien aussi, le placement bien, le placement bien placé. Et puis pourquoi il va falloir mettre cette émission plus précisément d'Aja en tété? Je vais vous le dire, c'est pas pour les placements déplacés, c'est pas pour le placement bien placé, c'est pour accompagner la voix de Nathalie qui sera sur le plateau tout à l'heure avec nous. On en avait parlé, Ginda, c'était le contenu de ton Actu Libre sur le numéro 70 d'Aja. Nathalie a tragiquement perdu son mari et ses 3 enfants dans un choc frontal. Elle sera en plateau avec nous pour nous raconter l'avancée de son histoire. On vous l'avait dit qu'on ne lâcherait pas cette histoire et on sera présent aujourd'hui au travers d'Aja, au travers de nos ajatrices et de nos ajateurs pour accompagner la parole de Nathalie qui n'est malheureusement pas relayée par de nombreux médias et il faut que ça change. Je vous propose de commencer les placements déplacés dans un premier temps avec le sponsor de la semaine. Ah oui. Qui sponsorise d'après vous les placements déplacés cette semaine? Ah, je sais pas. Mathieu Dor qui avait participé au Prince et aux Princesses de l'amour. Il était le prétendant d'Alix. Regardez pourquoi. Histoire du soir, bonsoir. Mes sauveuses. Trop gentil le lavabo de nous faire part de ses bons plans. 25 €. Ah ouais, sacrée rentabilité. 80 centimes. Oh là là. Beaucoup d'humour de Mathieu Dor peut-être au travers de cette story. C'est pour ça que c'est lui qui ouvre les placements déplacés cette semaine. Et bien sûr, on ne peut pas commencer les placements déplacés sans... Les placements déplacés. Les placements d'EP. Les placements déplacés. Il paraît qu'il y a des maris d'ajatrices qui n'en peuvent plus. Ah ouais. J'ai vu un commentaire et il y avait quelqu'un qui disait genre, j'en ai ras-le-bol d'entendre ma femme chanter les placements de place. À chaque fois, tout le monde me dit, je l'ai dans la tête toute la journée. Et vrai. vous voulez savoir quoi? Moi aussi. C'est vrai. Et il a rajouté, et la voix de la Anissa, j'en peux plus aussi. Et ça, c'est pas le seul. Non, je rigole. Non, mais je sais qu'elle rigole maintenant, ça y est. Alors pour ce premier placement déplacé, vous allez voir, il est totalement inédit. Quand Capucine, qui travaille avec moi, m'a envoyé la vidéo, je me suis dit, mais bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de plus que ce que je suis en train de voir là? Donc je vous propose qu'on regarde cette vidéo, expérimentons-la ensemble. Il s'agit d'un placement de marois et après on vous explique tout. C'est une trousse qui est en coton bio recyclé avec des produits de luxe comme du Dior, du Yves Saint Laurent, du Fenty et tout ça gratuitement. Suffit juste en fait de la tester. Vous avez bien entendu, c'est complètement gratuit. Donc vous allez recevoir cette trousse que je vous ai montrée juste avant chez vous. Juste en fait, il vous suffit juste de répondre au questionnaire que je vais vous mettre juste ici. Il faut que vous ayez minimum 18 ans et que vous ayez une adresse en France métropolitaine. C'est tout. Vraiment, je sais que ça paraît fou, mais c'est vraiment le cas. Et vous testez les produits comme ça. C'est des produits il y a que des grandes marques. Hein, du Dior, du Givenchy, du L'Oréal, du Yves Saint Laurent, du Lancôme. Il y a vraiment de tout. De quoi vous faire plaisir. Je vous montre du coup comment ça fonctionne. Donc là, on est sur leur site internet. Vous allez tomber sur le questionnaire qui est juste ici. C'est très simple. Aimez-vous les produits de beauté? Hop, j'adore. Aimez-vous tester les produits de grandes marques? Logique. Quel âge avez-vous? J'ai entre 18 et 30 ans. Ils analysent vos réponses. Et après, du coup, ils vous disent si vous êtes sélectionné ou pas. Voilà. Donc là, je suis sélectionnée. J'ai juste à remplir mon prénom, mon nom, mon adresse, etc. Et comme ça, je peux recevoir ma trousse gratuitement. J'ai juste à remplir mon nom, mon prénom et comme ça c'est hyper facile, c'est tout. Ça paraît fou, mais c'est vraiment le cas. Et vous allez voir que c'est vraiment le cas, l'expérience qu'on va porter à votre connaissance. J'en profite pour passer un message. N'écrivez pas si vous n'êtes pas content, pas satisfait d'un placement de produit au protagoniste du placement de produit. Ça ne sert strictement à rien. Cette rubrique, elle est faite tout simplement pour vous informer, pour tester avec vous, pour vous accompagner et pour faire aussi de la prévention. Voilà, ça nous est demandé et on continuera dans cette lignée-là. Alors, qui l'a expérimenté ce site?
qui permet de tester, de recevoir des testeurs, non, pas des testeurs, des échantillons gratuits de grandes marques, des produits de grandes marques en rentrant simplement 2-3 informations. Moi j'ai testé, je suis pas le seul, je crois. Moi je vais pas mentir, j'ai pas voulu tester parce que je voulais pas donner mes données personnelles. Oui, il y a une histoire de données personnelles derrière. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Sabrina, t'as testé? C'est trop beau pour être vrai. Quand j'ai vu gratuit, je me suis dit oh non, je me méfie. Il y a un truc de louche là-dessous. La gratuité, tu n'y crois pas? Rien n'est gratuit dans la vie. Jinda? Bah moi on me demande de tester, je teste quoi, je suis bête en fait. Et je dis Capucine, je te déteste. Capucine qui travaille avec nous. Capucine elle m'envoie le lien, elle dit faut que vous le fassiez. Bah, moi... J'ai dit à Capucine, dis aux filles qu'elle teste. Bah voilà, et je l'ai fait et depuis ce matin, vous en êtes la preuve en plus, je suis harcelée au téléphone par des gens qui veulent me vendre des voitures, qui veulent m'acheter ma voiture, mais je n'en peux plus. On parle de panneaux solaires, on parle de... Je vous jure que... Mais genre, vous rigolez, mais vous en êtes la preuve vivante depuis ce matin, depuis que je suis arrivée. Il était 11 h, on n'arrête pas de m'appeler. Alors, qu'est-ce que tu as dû faire sur ce site internet? Est-ce que tu peux expliquer? J'ai le seum là. Je sais, explique. Et on vous a fait une vidéo qu'on a accélérée fois 2000 parce qu'on a passé plus de 10 minutes à répondre à des questions et à donner en fait des informations. On s'est rendu compte par la suite qu'il y avait une collecte de nos goûts, de notre vie, de nos informations, de notre adresse, du numéro de téléphone, de notre identité pour après nous proposer des produits. Et bon, vous allez le voir, mais les échantillons, je pense qu'on n'en verra jamais la couleur. À aucun moment, on nous dit qu'on va nous envoyer des échantillons. Exactement. Donc, t'as fait quoi, toi, Jinda? Bah, moi, j'ai cliqué sur le lien et effectivement, comme le dit Marois, il y a 3 premières questions basiques qui sont posées. Mais ce qu'elle n'explique pas, c'est que derrière, on a une vingtaine de questions encore. On regarde toutes les questions auxquelles on doit répondre. Voilà. Regardez en fois 2000 accéléré tellement c'était long. Recevez des échantillons gratuits. Complétez le questionnaire pour accéder aux échantillons gratuits à recevoir chez vous. Aimeriez-vous avoir plus d'informations sur l'énergie solaire ou sur l'installation de panneaux photovoltaïques chez vous? Plus de 60% des Français sont propriétaires de leur logement. En ce qui vous concerne, vous êtes ou maman de abonné à des buts de décoration et ameublement 2,2 milliards de vos échantillons réfrigérés et caisse de ma prime rénov pour améliorer votre crédit. Merci de répondre à ces questions mobiles. Vos voyances, quelle est la facture? Quel facteur d'énergie? Êtes-vous enceinte ou avez-vous un enfant de projet de déménagement? Donc fois 2000, ça a duré plus de 10 minutes. Et on s'est arrêté parce qu'on n'en pouvait plus, tout simplement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On a réussi à capter ce moment. Regardez ça, c'est très important. Alors qu'on vient de répondre au questionnaire, on nous appelle et voilà ce qui s'est passé. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous avoir dérangé avec l'appareil du groupe. Là, monsieur, vous avez reçu un appel de notre part, c'est bien ça? Oui. Très bien. Donc là, en fait, c'était de la part du groupe pour vous aider à déduire le montant des impôts. Ah d'accord, c'est gentil. Par contre, je me permets une petite question. Où est-ce que vous avez eu mes coordonnées? C'est suite à quoi que vous m'appelez? Là en fait, pour le numéro le 06, j'ai rien en fait comme information. Est-ce que c'est parce que j'ai répondu à un questionnaire sur Testons Ensemble? Ah oui, peut-être, parce que là en fait on appelle les gens suite à des demandes de rappel. Parce que, oui mais juste par contre j'ai pas fait de demande de rappel, j'ai répondu à un questionnaire pour avoir des échantillons gratuits. Ah, d'accord, donc peut-être que vous avez cliqué sur la demande de rappel par erreur, c'est pour cette raison en fait on vous appelle aujourd'hui. D'accord. En fait le but de l'appel c'est pour vous aider à déduire le montant des impôts, monsieur. Mais d'accord, actuellement vous travaillez, vous êtes en activité? Mais par contre, pourquoi vous voulez m'aider à réduire le montant de mes impôts? Voilà, mais si ça vous intéresse pas de payer moins cher les impôts? Oui, mais pourquoi? Enfin, quel est votre intérêt en fait de m'aider là-dessus? Ah oui. Nous, en fait, nous sommes un promoteur immobilier, monsieur. Le but, c'est bien sûr, de s'inscrire dans une relation long terme. Ok, d'accord. Vous connaissez la langue finale, monsieur, non? Oui, je connais, mais en fait, je suis pas intéressé, voilà. Je vous remercie. Voilà, et donc cet appel qu'on a réussi à capter, parce qu'on a tout de suite réagi avec le téléphone pour filmer. Jinda, toi qui as fait le test, tu as eu plein d'appels. Encore tout à l'heure, on t'appelait pourquoi? Pour une voiture? Ouais, et une nana qui me dit, oui, bonjour, vous avez demandé pareil. Et c'est leur fameuse excuse, vous avez demandé à être rappelé. Je dis, bah non, bah si. Je dis, bah non. Elle me dit, apparemment, vous souhaitez acheter une voiture. Alors, et elle me laisse pas finir. Hein. Vous souhaitez acheter une voiture d'ici quelques jours, d'ici quelques mois, d'ici un an. Alors moi, je rentre dans le jeu. Je dis oui, bah, je veux l'acheter la semaine prochaine. Elle me dit très bien, quel style de voiture voulez-vous? Alors avec Antoine me dit, demande-lui un Urus. Alors moi je dis, moi je voudrais un Urus. Elle me dit, ah non désolé, on n'a pas ça. Je dis bon bah tant pis, c'est la seule voiture que je voulais. Et elle me raccroche au nez. Je vous jure que c'est vrai, elle me raccroche au nez. Et une autre personne tout à l'heure qui voulait me vendre des panneaux solaires.
Je lui dis, bah non, j'en ai pas besoin, j'habite dans un immeuble, je vois pas où je vais mettre mon panneau solaire. Et pareil, raccroché au nez. Mais c'est incroyable. Voilà. Mais alors, quel est le but de tout ça, les filles? Sabrina parlait de gratuité en disant rien n'est gratuit. Déjà, quel est le but de passer, donc de rémunérer des influenceurs pour faire la publicité d'un site qui, soi-disant, promettrait des échantillons de grandes marques gratuits pour que derrière, on soit appelé pour des panneaux solaires, pour des voitures et pour des crédits? Parce que comme je l'ai dit, rien n'est gratuit. En fait, la récupération de données personnelles peut être vendue d'entreprise à entreprise. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Testons ensemble. Ils prennent vos coordonnées et puis ils les revendent à des sociétés et qui vous appellent. Et qui, mais ça ne vous est pas dit ça, sur le placement de produit. Moi, quand je vois le placement de produit, ça ne m'est pas dit. Je peux très bien me dire, ah bah cool, je vais avoir plein d'échantillons gratuits sans aller chez Sephora, Marionneau ou Nocibé. Mais pourquoi ils ne prennent pas les pages jaunes pour trouver des gens? Ça n'existe plus, chérie, les pages jaunes. Ah bah ça n'existe plus, le bottin. Bon, alors c'est pour ça. Voilà. Non, mais déjà, ils commencent déjà à mentir quand ils disent juste vous répondez à 3 questions. On a la preuve que c'est pas seulement 3 questions. Donc commencez par dire la vérité et dire que ça prend une vingtaine de minutes pour répondre à tout ce questionnaire. Et ensuite, c'est pas tout le monde qui est censé avoir un échantillon. Quand tu lis un peu plus dans les détails, c'est un tirage au sort. C'est un tirage au sort. C'est pas dit ça non plus. Voilà, si, et ça, Marois le dit. Elle dit ça. Si vous êtes sélectionné, si vous avez la chance d'être sélectionné, bien sûr. Elle parle de sélection. Ah, ok, parce que pour moi, c'était c'est tout, ça paraît fou, c'est vraiment le cas, vous avez des échantillons gratuits. Pour moi, j'avais des échantillons gratuits. Aussi. Anissa, toi, pourquoi t'as pas fait? Ah bah parce que, comme tu vois, je suis à l'ancienne, le bottin, les pages jaunes, et les anciens, on sait tous qu'on ne fait pas des trucs comme ça, on ne donne pas nos coordonnées, jamais de la vie. Je savais qu'il y avait anguille sous roche, donc c'est pour ça que du coup, je vais refuser. Je connais, j'ai les tactiques des anciens, et en fait, je me disais, mais pourquoi? Quel intérêt? Pourquoi on nous donnerait tout ça gratuit? Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, la seule fois où on nous donne des échantillons gratuits, c'est quand tu vas acheter un parfum qui vaut plus de 100 €, enfin, ou moins. Mais tu vois ce que je veux dire? Quel est l'intérêt? Donc, c'était obligé que c'était par rapport aux données personnelles. Voilà, donc moralité de l'histoire, soyons vigilants. Quand on a des offres très alléchantes, derrière, il y a de la récupération. Il peut y avoir de la récupération de données. Et après, vous pouvez potentiellement être pollué par de nombreux appels ou par de nombreux mails, parce qu'il y a eu beaucoup de mails aussi, je ne l'ai pas dit, de reçus, et aussi des SMS, hein, si je me trompe. Voilà. On passe tout de suite à un nouveau placement d'EB avec Marina Limer et juste après Léna. Alors selon de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, Marine et Léna n'utiliseraient pas pendant le placement les produits. Moi, je n'y mettrai pas ma main à couper, mais rien ne nous empêche de l'analyser et de donner notre avis juste après. Alors comme certains internautes l'affirment sur les réseaux sociaux, pensez-vous que le placement de produit a été mimé? Ben, je mange, Anissa. Ah oui, t'es en train de manger des M&M's, ça se voit quand même. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Il a une crise ou quoi? Je suis plateau aussi. Faut les ramasser après. Hein. Je vais les manger, le sol il est propre. Ah ouais. Mais tu plaisantes ou pas? Le sol il est propre et on marche avec nos chaussures. Ah bon? Moi je suis en chaussettes. Voilà. Non mais moi j'ai pas l'impression qu'elle met pas. Ah bon? Toi tu vois pas ce que certains internautes voient? Moi non plus en vrai. Hein. Non. Bah moi j'ai zoomé un peu sur la main, pardon, mais il n'y a rien qui sort de la main. En plus elle a la main recroquevillée comme ça. Pourquoi t'as pas la main comme ça et tu verses de la crème en fait? Elle a la main comme ça et on voit absolument rien. Je suis désolée. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que cette crème-là est très blanche. Donc c'est pour ça que les internautes étaient assez interloqués, parce qu'ils disaient mais ce gel minceur est blanc, la crème est blanche de base, donc pourquoi il n'y a pas du tout de résidu blanc en fait sur ces gens? C'est-à-dire que tu l'aurais vu sur la cuisse et tout, c'est ça? Exactement. Mais, alors moi je veux pas dire des conneries, mais peut-être que si tu fais un placement de produit, tu n'as pas envie d'avoir la main grasse, parce qu'après tu touches ton téléphone et tu dois valider les stories, ton téléphone il est tout grasse et galère, bah ouais. Et ben là il y a une question qui se pose, est-ce qu'il faut réellement tester les produits alors durant un placement de produit, c'est ça? Mais c'est une très bonne question, faut-il tester les placements de produits pendant le placement de produit? Oui, non ou mitigé, Ginda? Bah complètement. Bah, c'est le propre d'un placement de produit en fait, c'est de tester le produit. Anissa? Ça dépend si elle a déjà fait ce placement de produit, elle en a déjà parlé. À ce moment-là, si elle peut pas, c'est comme une fois. Enfin, Carla, elle pouvait pas. Enfin, on avait l'impression qu'elle n'utilisait pas son savon. J'avais dit, peut-être qu'elle était maquillée et que ça la dérangeait. Mais après, je suis un peu mitigée dans le sens où je me dis, si on a déjà fait le placement de produit de ce produit, les gens savent qu'on l'utilise, donc effectivement, ça ne dérange pas que ce jour-là, elle ne l'utilise pas. Par contre, si c'est la première fois, effectivement, si, il faut qu'on le voit. Sabrina?
Bah oui, parce qu'en fait, tout simplement, il y a quand même une naïveté du public. Les gens se disent, elle vit ce gel minceur pour avoir d'aussi belles jambes fines. Voilà pourquoi j'achète le produit. Alors si elle ne le teste pas, elle, ça veut dire que finalement, bah, c'est pas grâce à cette crème-là qu'elle a ces jambes-là. Après, il y a le pouvoir du visuel. Hein. C'est-à-dire que peut-être la personne qui fait le placement de produit pourrait se dire, ah bah tiens, j'ai pas besoin de le mettre sur moi, parce qu'au final, la personne ne verra pas la sensation, le toucher, ne pourra pas expérimenter l'odeur, etc. Donc, j'ai peut-être juste besoin de le mimer, parce qu'au final, je dois le placer pour le vendre, tu vois. Moi, j'aurais préféré qu'elle le garde juste dans sa main et qu'elle nous le présente. Voilà. Mais de là à mimer un geste, se caresser les jambes, etc., sans savoir effectivement si, en plus, tu vas faire la deuxième jambe ou pas. Enfin, moi, je trouve ça débile. Autant ne pas le faire dans ce cas-là. Voilà. Et encore une fois, on ne dit pas que Marina Limmer n'a pas mis la crème sur ses cuisses. On se pose des questions, Sabrina. Mais souvent, même dans les briefs, les marques envoient un brief à l'influenceur pour lui expliquer comment va se dérouler la promotion. Et souvent, ils disent testez le produit. Vous testez d'abord le produit, ensuite le code promo. Il y a quand même une trame à suivre. Exactement. Mais en fait, il y a juste un truc, c'est que je ne comprends pas de la part des marques. Quand tu vois que la publicité qu'on te fait n'est pas excellente, et à un moment donné, tu dois revenir vers ces gens-là pour leur dire c'est pas comme ça que tu dois faire. Là, tu vois, on voit à peine que tu mets la crème. Il devrait même y avoir un tableau chez chaque marque pour savoir Océane combien, sur 10 combien on lui donne. Il faut les reproches qu'on lui fait. Un suivi, tu veux dire. Oui, des bons points. Oui, un sourire fâché, un sourire pas content, sourire content, tu vois ce que je veux dire? Comme on fait à nos enfants, parce que c'est vrai que parfois c'est mal encadré. Alors, je dis pas que c'est fait exprès, mais vraiment c'est très mal organisé, c'est mal encadré pour moi. Bon, après peut-être qu'on a mal vu, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. Voilà. Et peut-être qu'on a mal vu aussi avec Léna. Hein. Regardons, ça aussi sur les réseaux sociaux, ça a tourné. Voilà, bah les gens disent sur les réseaux sociaux en fait qu'il y a une coupe. Les gens analysent en disant il y a une coupe et on voit pas le cachet, elle le met pas dans la bouche. En vrai, la question, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas est-ce qu'elle le prend, est-ce qu'elle le prend pas. La question, c'est une pub fictive doit-elle être ancrée dans le réel? Fictive parce qu'une publicité, bah, sur le moment, elle est forcément fictive. Je pense, hein. Vous comprenez ma question? Bien sûr, parce que dans le sens, je veux dire, où c'est scénarisé en amont, où c'est réfléchi. Tout à fait. C'est dans ce sens-là. C'est un scénario. Exactement. Il y a une trame. C'est comme un film, quand C'est même tu utilises le produit. Au final, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui importe? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est l'efficacité? Ou est-ce que c'est que la personne qui est en train de le faire l'utilise vraiment, le prenne vraiment? Peut-être que c'est 8 h du matin, peut-être qu'elle a pas envie d'avaler un gros cachet comme ça à cette heure-là, mais qu'elle le prendra à 18. Eh bien, elle a qu'à le faire plus tard dans ce cas-là. Moi, je suis désolée. Pour moi, un influenceur, on le disait la dernière fois, je ne sais plus quel invité d'ailleurs disait ça. Je crois que c'est Fred, pardon. C'était Fred qui disait ça. Le placement de produit que tu dois faire, il doit être propre à ta vie, en fait. Je suis désolée, si c'est des produits que tu utilises dans ton quotidien, si c'est des compléments alimentaires, si dans ta vie de tous les jours, tu prends des compléments alimentaires, là, tu peux nous le montrer, là, tu peux proposer ce produit-là. Est-ce que vraiment Marina Limmer, elle a besoin de crème amincissante? Mais après, elle a peut-être de la cellulite et on peut être mince et avoir de la cellulite. Faut arrêter. Non, si c'est la vérité. D'accord, tu l'as vu montrer sa cellulite? Moi, je préfère quelqu'un qui va dire « Regardez, j'ai de la cellulite, je vais utiliser un produit contre la cellulite et je veux le avant et le après au bout d'une semaine, 2 semaines ou 3 semaines d'utilisation. » On n'a jamais vu chez les influenceurs, je vous mets au défi de trouver un influenceur qui fait un avant-après, leur thé minceur, leur gel amincissant, leurs produits pour les cheveux, tout. Il n'y a pas d'avant-après, je suis désolée. Tu fais un test et tu dois nous montrer le avant et le après. Anissa. Alors par contre, c'est pas pour les défendre, mais quand on voit les pubs à la télé, on ne les voit pas avaler aussi leurs produits ou bien même voir la crème comme ça. Donc la question que tu soulèves, c'est pourquoi alors, dans ce cas, ça indignerait au travers du placement de produit des influenceurs? Je suis carrément d'accord avec ça, on a l'impression qu'il y a deux formes de publicité. La publicité sur les réseaux sociaux et la publicité sur le canal artien sur la télé. Et en fait, ce qui est marrant, on ne reproche pas à un mec qui rentre dans sa Toyota, je sais pas, une célébrité, dire mais attends, il roule pas en Toyota, lui, il se fout de notre gueule. Ben, je pense avoir un élément de réponse. Parce que la publicité que tu vois à la télé-réalité, c'est monté comme un film. Avec un vrai scénario, avec une vraie histoire, avec un vrai travail de lumière, de montage, de photographie, de tout, d'accord? Alors que là,
il y a ce contrat de confiance quelque part avec l'abonné, ma famille, mes amours, mon ami, regardez ce que j'utilise, regardez ce qui me fait du bien. C'est ça. Ce que tu as moins au travers de la publicité qui est beaucoup moins proche, beaucoup plus éloignée à la télévision. Peut-être que c'est pour ça qu'on l'accepte plus. Ouais, mais regarde, quand tu prends les pubs Weight Watchers, d'accord, ils vont prendre des gens qui ont vraiment des problèmes de poids et qui veulent mincir. Dernièrement, Valérie Damido et Benjamin Castaldi, Benjamin Castaldi, c'est pour... J'aime moi aussi. Non, Chris Marquez. Pour Weight Watchers. Voilà, et donc c'est des personnes qui ont, qui ont besoin, selon eux, de perdre du poids, on est d'accord, et ils utilisent, et on voit bien le avant-après. Et pourtant, c'est une publicité à la télé. Voilà. Il faut tous faire comme Barbara Opsommer, parce que du coup, on n'a pas regardé si Barbara, elle buvait sa vitamine, là. On a juste regardé son clip. Donc je pense qu'il faut... En fait, ouais, j'ai l'impression que c'est exactement ça. Ça tend à ça, en fait, les réseaux sociaux. Là, maintenant, ce qui est le plus important, c'est même pas les ventes que ça peut créer, etc. C'est l'image. Attendez, c'est très intéressant ce que tu dis, mais on va le garder pour le placement bien placé, tout ça. Allez, on enchaîne avec 2 placements de Sarah Lopez. On va continuer à se poser la discussion de si un placement doit être utilisé. Mais là, en l'occurrence, vous allez voir, c'est sous un autre angle avec Sarah Lopez. Parce que pour le coup, elle est assez honnête dans son discours. Vous allez voir, on découvre le premier. Bon, t'es minceur, je dis bien. En fait, je vous explique, moi, j'en ai pas besoin, surtout en ce moment, voilà. On va pas se mentir. Et donc, du coup, moi, c'est pour, évidemment, ma maman, comme je vous ai dit, elle arrive bientôt. Et elle a pour habitude à chaque fois de faire des petits cures de thé. Donc elle l'annonce, elle le dit, c'est pas pour moi, j'en ai pas du tout besoin, mais c'est pour ma maman qui arrive bientôt. Deuxième placement de produit, un petit peu dans la même veine, cette fois-ci avec un blanchiment dentaire, regardez. Vous savez, le blanchiment dentaire à la maison, que forcément je ne peux pas faire parce que j'ai des facettes, donc je ne vais pas vous mentir et vous dire que mes dents sont blanches grâce à ça. Moi, j'ai des copines qui l'utilisent, pour vous dire, elles utilisent que ce blanchiment-là et elles en sont ravies. La démarche, elle est honnête pour vous? Alors, honnêtement, je vais être transparente, je l'ai fait. Je l'ai fait avec à un moment donné du thé. C'était pour mincir. Je n'avais pas besoin de mincir. Je voulais justement au contraire grossir. Et donc j'ai prévenu mes abonnés. Je leur ai dit, on va le tester avec ma meilleure amie. Et c'est ma meilleure amie qui le faisait. Donc moi je trouve pas ça choquant. T'as filmé ta meilleure amie? J'ai filmé ma meilleure amie. Ah oui, c'est carrément. Voilà, tout le temps en train de boire son... Ah oui, c'est vrai que oui, on la voyait boire son thé, elle était contente. 2-3 fois par semaine, je montrais qu'elle buvait son thé, elle le buvait vraiment. Et après, que ça a marché ou pas, en tout cas, j'ai fait les choses à peu près comme ça. Alors, est-ce que c'est entendable le discours de Sarah Lopez qui, pour le coup, semble très honnête, de dire voilà, j'utilise pas, moi je peux pas, j'ai des facettes, ça ne sert donc à rien. Par contre, mes amis l'utilisent et ça blanchit les dents, elles en sont contentes. C'est pour ça que j'en fais la pub. C'est honnête de le dire, oui. Mais après, qu'est-ce qui nous prouve que ses amis l'utilisent réellement? Au même titre que qu'est-ce qui nous prouve qu'on l'utiliserait réellement? Exactement, mais à la limite, ceux qui font vraiment les blanchiments, ils le montrent. Il y a vraiment le geste qui va avec. Là, elle nous dit, je peux pas, j'ai des facettes. Donc déjà, l'idée de la marque, de contacter quelqu'un qui a des facettes, déjà, ça, c'est la première chose. Le problème, non, mais moi, je vais te le dire, le problème de la marque, c'est que quasiment tous les candidats ont des facettes. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent plus faire de placement de produit au travers de plein de candidats. Et tu prends pas de candidats. Et ils veulent pas s'asseoir sur ces candidats-là, parce que ce sont des candidats qui vendent. Alors, c'est leur problème s'ils ont une image faussée après, qu'ils se font passer pour des mythos. Désolée. Il y a une question d'image aussi, il ne faut pas chercher que le rendement, etc. Il y a aussi une question d'image. Si une marque, elle va chercher le rendement. Mais pas que, j'ai dit, il ne faut pas chercher que le rendement. Beaucoup recherchent le rendement, on va en parler après. Il ne faut pas chercher que ça. À la limite, il faut vraiment prendre un influenceur qui n'a pas de facettes, qui va utiliser le produit. Il y a un problème pour toi sur le choix donc, de l'influenceur à la base, pour toi, Sabrina, ou pas du tout? Certainement, oui. Alors ça, c'est à la marque de voir ça en amont. En revanche, moi, je salue totalement l'honnêteté de Sarah là-dessus. On va pas se mentir. Voilà, aujourd'hui, je suis très mince, j'aimerais bien prendre du poids, mais bon, voilà, une amie à moi. Peut-être que sa maman n'a pas testé le thé, peut-être que ses copines n'ont pas testé le blanchiment, mais j'aime bien, ça tend quand même à une certaine honnêteté que moi, je salue en tout cas. En tout cas, la démarche de Sarah, je la trouve très honnête. Mais vraiment, il y a peu de candidats qui le font. C'est vrai. Ok, et on va poursuivre le débat. On va aller plus en profondeur sur ce que tu disais, Sabrina, qui était très intéressant en préambule, avec les placements bien placés. Ouais. Mais on commence tout de suite avec le jingle. Désolé aux maris qui n'en peuvent plus. Votre femme aura cette chanson toute la journée dans sa tête. Le placement bien placé. Le placement bien placé. C'est toujours du Chep Raled à la fin. Ouais, j'adore.
Je kiffe. Allez, on ouvre le placement bien placé avec un influenceur que vous connaissez forcément. Il s'appelle Log5. Il est super fort sur TikTok. Il a plus d'1,8 million d'abonnés. Je vous propose de découvrir sa publicité. Franchement, elle m'a créé un effet waouh. Regardez. Arrête, non mais tu pars à Bali? Oh, non mais la chance, putain, c'est mon rêve, ma passion, mon rêve, je te jure. Et de fou, meuf, je te jure, je suis trop saucé, mais bon, qui dit destination de rêve dit corps de rêve quand même. Hein. Et autant te dire que devant le miroir, bah, on est plus proche d'un cauchemar que d'un rêve. Oh, ah non mais mon summer body, mais il s'est envolé, éclipsé comme ma virginité. Hein. Les Balinois sur place, ils vont me confondre avec un koala. Hein. Non mais ça m'angoisse, je te jure, me mettre en maillot, de faire des photos, mais ça m'angoisse. Mais abuse pas, ça va, non mais toujours dans l'excès, toi. C'est bien ça le problème, je suis toujours dans l'excès, je sais pas doser des excès de bouffe, de resto, de sucre, de soda et après je me retrouve avec des cuisses, là on dirait des chicken wings. Mais fais comme moi, j'ai rééquilibré mon alimentation, un peu de sport et ça va beaucoup mieux. Je m'autorise quelques gourmandises avec les cookies SoShape, faibles en sucre, en matière grasse et riches en protéines et c'est parfait. Ouais, je vois depuis tout à l'heure, ça a l'air bon. J'adore. Tu veux goûter? Elle est sympa la pub. Alors, l'avenir du placement de produit n'est-il pas de parler d'une marque sans nécessairement traquer les ventes? J'aimerais qu'on soulève cette question-là, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le business plan là, de toutes ces marques? Et attention, hein, je ne dis pas que c'est pas bien, mais je dis que la réalité du marché, c'est quoi? C'est il faut qu'on traque, il faut le code promo pour savoir combien l'influenceur qu'on a payé a vendu de produits. C'est ça. Mais ça fait quelques années que ça s'est mis en place et effectivement, il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, lui, ce qu'il propose, c'est génial, pardon, c'est du renouveau limite. Et les autres marques devraient prendre exemple sur ça. On peut faire des belles choses sur les réseaux sociaux sans pour autant traquer les gens avec des codes promo, etc. Quand on parlait de publicité tout à l'heure à la télévision, quand on fait une pub à la télévision, pardon, il n'y a pas de code promo. Exactement. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose quand même de super important, c'est qu'à la base, l'ADN de la publicité, bien sûr que la publicité, elle est là en soutien pour accroître les ventes d'une marque, sinon elle n'existerait pas. Ben oui. Mais à la base, elle est là aussi pour pérenniser l'image d'une marque, Totalement. faire connaître une marque, intégrer le consommateur dans l'ADN d'une marque, faire parler de la marque, ancrer la marque aussi de façon subliminale dans l'inconscient des gens, sans forcément traquer les ventes. Et au travers du placement de produits très passif, comme on le voit, tout ce qu'il y a autour de la publicité, à la racine de la publicité même, on l'a oublié. Ce qui peut être assez dommage, c'est, imaginons, voilà, on parle de SoShape. Toute la journée, j'entends parler de SoShape. Je peux même plus te dire quel influenceur en a parlé. Par exemple, je sais pas, je vais peut-être même pas prendre un code promo, mais dans ma tête, voilà, une fois que je retomberai dessus, je me dis, bon, bah, je prendrai le code. Cette pub-là, elle m'a changé l'image de SoShape. C'est-à-dire que j'avais associé SoShape aux candidats de télé-réalité, aux pubs rapides, etc. Et résultat, je vais être honnête, j'avais pas envie d'utiliser. Bah bien sûr, voilà. c'est ça. Je vois ça, j'ai envie de tester. Là où SoShape a été très intelligent, excuse-moi, là où SoShape a été très intelligent, c'est de prendre des TikTokers parce que c'est dans l'ADN de leur travail, ça leur ressemble là quand il fait un sketch. Tu vois, c'est pas quelque chose de forcé. Il s'est approprié la pub. Approprié la publicité et c'est ça qui est beau. Et je pense que c'est ça qu'attendent les gens. Et c'est surtout que, pardon, mais moi, SoShape, pour moi, c'était les, comment on appelle ça là, les berlingots. Les berlingots, voilà, pour moi, c'était uniquement ça. Et là, je me rends compte, via ce TikToker, qu'ils font quand même d'autres produits. Je savais même pas qu'ils faisaient des cookies ou d'autres produits. Donc, merci à eux de faire autre chose que ce que proposent effectivement certains influenceurs. Donc, ça veut dire que l'effet waouh, qu'en tant que consommateur ou futur consommateur, on peut avoir face à une publicité, il peut être beaucoup plus impactant qu'une incitation mal faite ou entre guillemets bâclée, pas créative. Bien sûr, et c'est surtout qu'on ne s'attendait pas quand tu regardes le début de son TikTok, tu t'attends même pas à ce que ce soit un placement de produit. Pas du tout. Puisque c'est... Et c'est bien marqué, hein. C'est bien marqué placement rémunéré. Complètement, mais tu t'attends pas à ce que ce soit... Je regardais la vidéo quand on nous l'a envoyée, je me suis dit, ok, mais pourquoi on regarde ça? Et à la fin, je vois effectivement le cookie SoShape, je dis, ah oui, d'accord. Je vais poser la question, je me suis permis de lui poser la question à Logan5, il nous a répondu gentiment, je lui ai demandé pourquoi mettre tant de créativité, pourquoi c'était si important pour lui. Voilà sa réponse. Hello à toute la team de Samzera, c'est Logan. Je vous parle aujourd'hui du coup de mes placements de produits, de ce que j'en pense, mon expérience personnelle. Alors oui, bien évidemment que oui, un placement de produit créatif avec une idée, une recherche, un script de A à Z bien construit qui s'adapte complètement à notre ligne éditoriale, forcément c'est beaucoup plus efficace qu'un placement de produit de type téléachat comme on peut les appeler. Bon placement de produit, c'est que tu as regardé ma vidéo et que tu t'es pas ennuyé. T'as pas vu une grosse différence avec mes vidéos habituelles que je poste et ça pour moi c'est la vraie réussite, autant pour la marque que pour la personne qui nous suit au quotidien, parce qu'elle nous suit au quotidien pour nos vidéos créatives, originales. C'est pas pour que tous les 2 jours je leur ponde une vidéo de
type téléachat, ce serait insupportable pour eux, insupportable pour moi. Donc c'est vrai que je me mets une pression, autant pour la marque que pour les personnes qui me suivent, d'être au plus créatif, au plus instantané, au plus naturel possible pour que le message le passe au mieux en fait, tout simplement. Téléachat aujourd'hui, je suis désolé, mais elle a zéro valeur ajoutée. Tout le monde est capable de le faire, même ma maman est capable de le faire. La seule différence, c'est qu'il lui manque un petit peu d'abonnés. Alors qu'une vidéo créative, et ben là, tu crédibilises ta fonction d'influenceur, qui est souvent d'ailleurs très critiquée, et tu prouves à ta communauté, tu prouves à la marque que tu es capable de faire passer des messages de façon naturelle en l'intégrant complètement à ta ligne éditoriale. Et aujourd'hui, bah, c'est ça le vrai succès d'un placement de produit. Et si j'étais pas capable de savoir faire ça, j'aurais jamais collaboré auprès des marques comme McDo, comme Lancel, comme Center Park, comme Nintendo. Toutes ces marques-là aujourd'hui, elles fuient les placements de produits de type téléachat et elles vont en direction des placements de produits qui s'intègrent parfaitement au contenu de l'influenceur. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire et bisous. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien aux oreilles. C'est incroyable. Et c'est ce qu'on revenait à dire, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, il faut avoir un talent. Et c'est une vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je parle de candidats, parce que c'est vrai que la plupart du temps, les placements de produits, c'est les candidats qui le font. Ils se sont dispersés. Les candidats, on les aime pour ce qu'ils font, la télé-réalité. À la base, oui. On est d'accord. Oui. Donc à un moment donné, quand on voit Barbara Obsommer faire une pub comme ça, ou Aurélie Vandalen, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même derrière quelque chose, un talent qui attire l'œil de celui du téléspectateur. Sauf que là, on ne s'attend pas à que un tel ou un tel de la télé-réalité qui a fait des scandales de partout arrive et dise « Ah non mais ça c'est génial, je l'utilise, je vous jure ». Le lendemain « Ah ça aussi c'est génial, j'utilise, je vous le jure ». Ah non mais ça c'est trop bien. En fait, ils se dispersent. Et à un moment, la crédibilité, il n'y en a plus. Mais pardon, mais je sais pas si vous vous rendez compte les marques qu'il a citées avec lesquelles il collabore. Voilà, je suis même allée sur son compte Instagram, il a fait un jeu concours avec la marque Motorola. Voilà, et pareil, toujours dans son personnage, toujours dans sa créativité. Et c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui. Ouais. On enchaîne avec un nouveau placement. Ouais. C'est le placement bien placé encore. Bah oui. Et cette fois-ci, il concerne Hugo Philippe. Vous connaissez tous forcément Hugo Philippe. Si c'était pas le mari de Caroline, vraiment. Ce serait le tien. Je sais pas, parce que je suis un peu vieille, mais vraiment c'est mon style, oui. Et s'il n'était pas papa, marié. Ouais, bon après voilà, s'il dans était une autre pas. vie. Et Beckham aussi dans ces cas-là. Voilà. Allez, on découvre. Non mais les filles, arrêtez, c'est pas un bon placement de produit parce qu'il est beau. Ah oui, non, Ouais, moi j'ai rien dit. On n'a rien dit. Moi j'ai rien dit. Voilà. On a dit quelque chose. Non, non, Moi, surtout à non. l'émission derrière, tu m'avais énervé avec Joyzy là, en me disant que je l'aimais bien, soi-disant parce qu'il était beau, alors que pas du tout. Non, mais c'est pas Je que me venge. Il n'est pas que beau. Est-ce que vous voyez Hugo aussi partout, dans n'importe quel placement? Non. Non, il est assez sérieux. Là, on est voilà. en train de parler donc de la marque qui s'appelle vitalprotein.fr. Jennifer Aniston en est une des égéries aux États-Unis. La classe. Bah oui, oui, oui. Classe. Bon, les questions qu'on va se poser, c'est pas parce que Jennifer Aniston elle en est égérie au steak, mais c'est déjà est-ce que ça correspond au rythme de vie d'Hugo Philippe? Et oui, quand Bien le sûr. mec athlétique qui fait du sport Bien toute sûr. la journée, Bien sûr. c'est carrément cohérent. Est-ce qu'on est au courant que c'est un partenariat? Oui, c'est indiqué en haut sur la vidéo, Oui, mais- partenariat rémunéré, ouais. Ouais, voilà. Moi j'allais dire, ça, on le voit pas comme ça, tu vois, j'ai l'impression ça fait très naturel. Et c'est pourtant indiqué, C'est indiqué. bien évidemment. Et comment vous l'analysez, la créativité de cette vidéo? Moi, c'est ça que j'attends de vous là Mais aujourd'hui. en fait, c'est raccord à son style de vie. Moi, je le suis sur les réseaux sociaux. Si tu pouvais me follow back, ce serait bien. On ne fait pas les yeux doux à un homme marié. Ah oui, c'est vrai. Vous pouvez couper. Non. Moi, je le suis sur ses réseaux sociaux et effectivement, il poste comme l'influenceur de tout à l'heure, Log5. C'est complètement son style de vie. Il est sportif dans la vie de tous les jours. On le voit faire du basket, du foot, du tennis. On le voit faire du vélo et c'est complètement dans sa lignée en fait. Donc Et s'occuper, comment il s'occupe de son fils, mais franchement, le père idéal. Ah, tu craques. Alors, Sam. moi, ce que j'ai adoré, c'est le montage. Il est super bien fait, c'est bien filmé, c'est dynamique. Tu comprends le message sans qu'il y ait de parole. On est juste sur des images. Donc, pour moi, c'est très simple, justement, à intégrer comme publicité. J'ai trouvé ça très bien en termes de créativité. Et on finira sur cette question. Est-ce que c'est clairement l'avenir du placement de produits de bluffer avec des vidéos bien montées? Quand tu dis bluffé. t'as dit vidéo, ça va, t'as rien dit. Non, rien, je sais pas, Problème, je sais lui, pas là. pourquoi il rigole, moi. Bah, dès qu'il dit bien monté, Non, c'est pas vrai.
Non, des vidéos qui sont bien travaillées. Ficelé. Bah oui, c'est comme un scénario de film. Mais oui, parce que malheureusement, ça va aller. On peut avancer sur la discussion, non, les filles. parce que malheureusement, je pense que c'est devenu has-been en fait, le placement de produits en se prenant en selfie comme ça. Mais je pense que vraiment les marques, comme l'a très bien dit Log5, attendent justement des influenceurs de la créativité. Donc pour moi, ça c'est l'avenir. Et pour moi, les placements de produits comme ça à l'ancienne, code promo et tout, ça va vraiment disparaître. Ouais. Donc en fait, donc ça veut dire qu'il faudra avoir un talent, il faudra être créatif, il faudra donc grave bosser ces vidéos qui seront diffusées en placement de produits. Être un bon influenceur. Et c'est du taf, c'est pour ça que certains disent c'est du taf, d'autres le font à l'arrache, mais c'est un travail. Après, ils peuvent faire aussi appel à des sociétés extérieures pour faire leurs vidéos, hein, s'ils ne savent pas le faire. Hein, bien sûr, mais c'est vrai, ils peuvent aussi. Mais bon, je pense que... Non, moi juste, je dis vraiment que les candidats télé-réalité devraient faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire des scandales dans les télés, on les aime pour leur personnalité, on les aime pour leurs conneries, parfois. Mais de l'autre côté, il y a les vrais influenceurs. Et d'ailleurs, comme elle disait Sabrina tout à l'heure, les meilleurs sont sur TikTok. Il faut dire ce qui est. Il y a de très très bons influenceurs sur TikTok. Donc on ne peut pas tout mélanger. Candidat, influenceur, on ne peut pas. Bon, c'est ton avis. C'est mon avis. Tu as le droit de le porter. Voilà. Tu as le droit. Bon, c'était bien sympa, ces placements bien placés, ces placements déplacés cette semaine, totalement inédits, ça change. On a eu des discussions très différentes de d'habitude, comme quoi, de semaine en semaine, ça évolue, quoi. Totalement. On découvre des nouveaux horizons. Vous vous souvenez forcément du AJA 70 et notamment de l'actu libre qui nous a tous touchés, tous bouleversés autour de cette table. Et merci à toutes les agiatrices et tous les agiateurs qui ont contribué, qui étaient déjà au courant de l'histoire de Nathalie ou qui n'étaient pas encore au courant de l'histoire de Nathalie et pourtant qui étaient présents pour relayer son histoire à Nathalie. Et pour AJA, au nom de AJA, au nom de toute l'équipe qui est même derrière et au nom des filles qui sont présentes ici, c'est très important pour nous, pour l'émission, d'accueillir Nathalie cette semaine et de contribuer à diffuser sa parole. Donc je vous propose de revoir un extrait du AJA 70, c'était l'actu libre de Jinda, et on accueille Nathalie. Ali est décédé. Il me dit il y a eu un accident de voiture, je ne sais pas ce qui s'est passé, on n'a pas d'informations. 30 minutes après peut-être, j'apprends que mon deuxième fils de 4 ans, Liam, il est décédé également. La petite a été héliportée en fait, à l'hôpital. J'étais quand même heureuse parce que je me suis dit au moins, il me reste la petite, elle est petite, elle a besoin de moi. Et je vois que la petite n'est pas réveillée, branchée, dans le coma. Nathalie, elle veut juste des réponses. Je suis désolée, je pars dans tous les sens. Mais voilà. Ça te touche. Arrête, mais c'est touchant. T'as pu parler avec Nathalie? Vraiment. C'est touchant. Moi, j'ai parlé un peu sur t'as parlé avec Nathalie? Je l'ai eu, quoi. Mais je lui ai expliqué après que c'était Jinda qui allait s'occuper de cette histoire. Et je la comprends, Jinda. Enfin, faut voir, t'as vu comment elle est. Donc Nathalie, tu as perdu ton mari et tes 3 enfants dans un choc frontal dans la nuit du 12 juin 2021. Et depuis le 12 juin, tu mènes un véritable combat pour te faire entendre, pour que ton histoire soit connue de tous, pour raconter ton histoire, pour faire justice, peut-être une justice que tu n'arriveras jamais véritablement à te faire parce que je ne vais pas te mentir, je suis convaincu que la blessure ne se refermera pas. Et je ne vais pas te dire comment tu vas faire pour aller mieux ou pour t'en sortir parce que c'est un véritable drame, c'est une tragédie qui te touche, qui touche toute ta famille, qui a touché la famille que tu t'es construite. Mais en tout cas, nous, on est là pour porter ta parole, Nathalie. Pourquoi les médias ne parlent pas de ton histoire, ne parlent pas de ton affaire selon toi? En fait, moi, j'ai fait ma vidéo en espérant que les médias reviennent vers moi rapidement, justement pour que l'affaire avance concrètement. Et malheureusement, j'ai eu très peu de retours, quasiment pas de retours. Et en fait, j'étais beaucoup déçue parce que pour moi, en fait, faire avancer les choses, c'était très important. Aujourd'hui, je ne peux pas rester sans information au niveau du conducteur ou autre, en fait. J'ai besoin d'avoir des réponses et rendre justice en fait, à ma famille, tout simplement. Comment tu as appris le 12 juin ce qui s'est passé? Tu étais où? C'était dans quel cadre? Du coup, moi, le 12 juin, j'ai appris, j'étais chez ma mère. Parce que je travaille en général très loin en fait, de mon domicile. Du coup, chaque jour, je fais 2 heures de route aller et 2 heures retour pour me rendre à mon emploi. Ce soir-là, j'ai dormi chez ma mère. J'ai mon conjoint au téléphone à 20h50, tout se passait bien, qui m'a informé qu'il allait prendre le volant, déposer un ami. Donc moi je me suis pas inquiétée, j'avais l'habitude en général qu'ils prennent le volant pour déposer des amis ou autre. Et puis je l'ai eu au téléphone par la suite, dans la même soirée.
Il m'a informé qu'il allait récupérer les enfants chez son frère à Romilly-sur-Seine, puis rentrer à la maison. Et donc moi, je ne me suis pas inquiétée. Je l'ai laissé retourner chez son frère tranquillement. Puis dans la soirée, j'ai pas eu de retour en fait. Du coup, je me suis un peu inquiétée. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est bizarre, ou peut-être que l'ex s'appelle. Ben, en fait, d'habitude, il me rappelle rapidement. Donc je me suis dit, bon, c'est vrai que quand on se retrouve en famille, on ne prête pas attention à l'heure, on rigole, on passe du bon temps. Donc je ne voulais pas l'harceler. Donc j'ai préféré le laisser tranquillement avec sa famille, tout simplement. Et sauf que moi, je me suis endormie parce que j'avais fait une longue journée de travail. Et du coup, ce soir-là, pas de nouvelles. Donc, je me suis endormie et je ne me suis pas inquiétée. Je me suis dit, bon, ben, il a dû rentrer plus tard. J'ai dormi tranquillement et dans la nuit, ben, je sens de la lumière en fait, au niveau de mes yeux. Bon, je me réveille et je regarde mon téléphone et l'appel, en fait, s'était terminé. Du coup, j'ai pas eu le temps de décrocher directement cet appel-là. Et je regarde mon téléphone et je vois qu'il y avait 20 appels. Je commence à m'inquiéter, je me dis, bon, c'est bizarre. Je regarde les noms des personnes qui m'ont contacté, c'était mes belles-sœurs. Donc c'était 3 belles-sœurs à moi qui m'avaient appelé, et à plusieurs reprises. Du coup, je vois encore, elle me rappelle encore une fois. Donc à ce moment-là, je décroche, et elle pleure au téléphone. Bon, je me suis dit, bah, c'est bizarre, peut-être que c'est une petite dispute de couple, rien de grave. Donc j'attends quand même. Et une autre belle-sœur à moi prend le téléphone à ce moment-là, et elle me dit, bon, Nathalie, il faut que tu viennes tout de suite. Je dis, mais pourquoi tu veux que je vienne tout de suite? Il est quand même tard. Il était dans les environs de 23h30, ce qui était très tard quand même, sachant que là où j'habite, moi, c'est la campagne, donc c'est compliqué de prendre la route à n'importe quelle heure. Et du coup, je lui dis, bah non, si tu me dis pas pourquoi tu veux que je vienne, je viendrai pas en fait. Je prends pas le volant, je prends pas de risque, sachant que mon conjoint ne voulait pas justement que je prenne le volant tard. Et donc j'insiste, et elle finit par me dire, bah, ton fils Cameron est décédé. Je dis, mais en fait, c'est pas marrant, ta blague, pas drôle du tout. Et de là, elle me dit, non, non, c'est vrai, ressaisis-toi. Je dis, bon, bref, moi je raccroche, ta blague, ça me fait pas rigoler, je raccroche. Et là, elle commence à hurler au téléphone, et là, je commence à comprendre qu'en vrai, c'est réel ce qu'elle me dit. Donc, à ce moment-là, je commence à pleurer, parce que ben, j'avais pris conscience en fait, des choses, parce que j'étais un peu mitigée entre le sommeil et la réalité, parce que ben, vu que je dormais juste avant, c'était assez compliqué. Elle t'explique le contexte du choc frontal à ce moment-là? Tu as conscience de ça? Pas du tout. Donc, moi, pour moi, elle me dit, il est décédé. Donc, je ne comprenais pas, je me suis dit, bon, d'une seconde à l'autre, décédé, comment c'est possible en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Le petit, il est tombé. J'essaie d'imaginer. Et donc, je ne comprenais pas. Et de là, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Et du coup, elle me dit, bon, je te rappelle après. Je me dis, d'accord. En même temps, je pleurais. Et du coup, à ce moment-là, j'ai réveillé ma mère. Quand elle m'a entendu crier, pleurer, bah, elle s'est réveillée en sursaut, en fait. Et du coup, plus de nouvelles. Donc, je la rappelle. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, oui, ton mari a fait un accident de voiture. Je lui dis, mais c'est impossible ce que tu me racontes en vrai. Parce qu'il n'a jamais fait d'accident de voiture, il n'a jamais frotté de voiture. Donc, je ne comprends pas du tout. Et elle me dit, si, il a fait un accident de voiture, mais je n'ai pas plus d'informations. Je lui dis, comment ils vont les autres? Comment il va mon mari? Comment ils vont mes deux autres enfants, en fait, Liam et Aliana? Et donc, de là, elle m'explique, j'ai pas d'informations. Je lui dis, mais comment c'est possible? Tu n'as pas d'informations? Moi, j'ai aucun appel, ni de la police, ni des pompiers, ni du SAMU. Donc, c'est bizarre, en fait, ce que tu me racontes, je ne comprends pas. Et donc elle raccroche et j'attends. Donc j'attends une heure, l'heure elle passe, en fait elle défile. Et pas d'informations toujours. Et je la rappelle, je lui dis, comment il va mon mari en fait? Tu m'as toujours pas dit. Elle me dit, je sais pas. Je lui dis, comment ça tu sais pas? Comment c'est possible de ne pas savoir en fait? Et elle me dit, je sais pas, j'attends que les gars, ses frères m'appellent en fait. Je lui dis, d'accord, je vais attendre. Et du coup j'attends, j'appelle mes sœurs en parallèle. Et l'heure elle défile, il était dans les environs de 1h du matin. Et à 1h10 ou 1h15, elle me rappelle et elle me dit, ton mari est décédé. Et de là, en fait, pour moi, j'estimais que si je perdais mon mari, pour moi, j'avais tout perdu. En fait, parce que je me suis dit, certes, on a perdu un enfant, mais avec mon conjoint, on peut surmonter les épreuves, en fait. Donc, on aurait surmonté les choses ensemble, en vrai. Et donc, moi, je le voyais de ce point de vue-là. Et donc, du coup, et je lui demande, donc je lui dis, mais en fait, là, tu me dis que mon mari est décédé, ça veut dire que les enfants, les deux autres, ils sont où? Je comprends pas. Et donc, elle me dit, je sais pas. Et elle raccroche encore une fois.
Du coup, je reste en nouvelles, sans information. Et je la rappelle encore une fois. Et je lui demande, bah, donne-moi des informations par rapport aux deux petits. Elle me dit, bah, j'ai aucune information. Je ne peux pas dire, je ne sais pas. Donc, j'appelle mes sœurs, je leur demande d'essayer de se renseigner, de trouver, en fait. Pour moi, ce n'était pas possible que j'ai pas d'informations des deux petits. Liam, il a 4 ans. Aliana, elle avait 18 mois. Je ne pouvais pas rester sans information. Donc, du coup, mes sœurs, elles appellent de leur côté. Ma belle-sœur essaie d'avoir des informations. Et du coup, rien. On n'a rien. À 1h50 à peu près, ma belle famille me rejoignent devant chez ma mère. Et du coup, à ce moment-là, j'ai ma belle-mère qui vient, elle me prend dans ses bras. Bah, tout se passait bien à ce moment-là, quand on a pris le décès de son fils et de mon premier fils. Et par la suite, ma soeur, elle a l'hôpital, les urgentistes en fait, qui s'occupent de Aliana. Et du coup, ils lui disent, bon, bah, Aliana, elle va être... La plus petite. C'est ça, Aliana la plus petite, de 18 mois. Du coup, Aliana, elle va être héliportée à Henri Mondor. Donc, ok. Et donc, moi, je dis, moi, je vais aller à Henri Mondor pour voir Aliana, vu qu'elle a 18 mois, elle doit pleurer et elle a besoin de moi. En fait, concrètement, c'est la plus petite, je suis obligée de me rendre auprès d'elle. Et donc, je demande à ma belle famille, oui, est-ce que vous pouvez vous rendre auprès de Liam, en fait, parce que je suis mitigée, je ne sais pas quoi faire concrètement. Et à ce moment-là aussi, j'avais appris que Liam, lui, était transporté avec les pompiers à l'hôpital de Reims. Liam, ton fils de 4 ans. C'est ça, à l'hôpital de Reims. Et du coup, donc je demande à ma belle famille, je leur explique que je suis désolée, pour moi c'est difficile de me départager, j'aurais aimé être auprès des deux, mais il y a un choix à faire et le choix est difficile, mais je me dirige vers la plus petite, je ne sais pas quoi faire. Et donc ils me comprennent, ils me disent bon t'inquiète pas, on va aller voir Liam. Et du coup, avec mes sœurs, on part à direction Henri Mondor, et du coup on se rend à l'hôpital d'Henri Mondor. Et je vois la sécurité, je leur demande oui, est-ce qu'il y a eu un hélicoptère qui a atterri parce que ma fille, normalement, elle aurait dû arriver. Ils me disent non, il n'y a pas eu d'hélicoptère, rien du tout. Donc moi, je m'inquiète, je me dis mais en fait, je comprends pas. Là, je suis devant l'hôpital, on me dit qu'il n'y a pas d'hélicoptère. Ça me choque en fait, sur le coup, je n'ai pas compris. Et donc, je rappelle du coup le service que j'ai eu au téléphone et ils m'informent que en fait, finalement, ils ont héliporté Aliana à Necker. Donc ils m'ont dit concrètement, directement au téléphone, ils m'ont dit vous inquiétez pas, Aliana elle est réveillée, elle va arriver à Necker. J'ai dit d'accord, bon, tout de suite je vais à Necker. Donc pour moi j'étais soulagée, c'était un point en moins en fait à ce moment-là. Tu réalises pas ce qui se passe quand même à ce moment-là? Pas du tout. C'est un cauchemar, tu sais même pas que c'est un cauchemar. Chaque minute qui se passe, tu dois pas savoir ce qui se passe. En fait, voilà, c'est ça. En fait, pour moi, c'était un enchaînement d'événements auxquels je ne m'attendais pas du tout, vu que je venais de me réveiller. C'était pour moi irréel, en fait. Je me suis dit, mais c'est quel genre d'accident? C'est impossible. Comment c'est possible d'avoir un accident de voiture et de décéder, plusieurs personnes décèdent comme ça, en fait. Je ne comprenais pas. Surtout que Cameron était à l'arrière, sur le siège arrière. Donc comment un petit de 6 ans, il peut décéder s'il y a eu un accident de voiture? Donc à ce moment-là, moi, je me posais beaucoup de questions en vrai. Et donc, une fois que j'ai eu l'information pour Aliana, je demande à mes sœurs, mais en fait, Liam, j'ai pas eu de retour de Liam. Et de là, ma sœur, elle me regarde et elle me dit, en fait, Liam, il est décédé. Il est décédé dans le camion de pompiers ils n'ont pas eu le temps de le ramener à l'hôpital. Et je dis d'accord. Et du coup, en fait, moi, mon cerveau était resté bloqué, où je me suis dit, je ne pouvais plus pleurer, j'avais plus de force déjà à ce moment-là. Et j'espérais pour Aliana, parce que je me suis dit, bon, j'en ai perdu 3, mais il y a la petite. Donc j'espérais, en fait, qu'elle survive, en fait, tout simplement. Et du coup, mon cerveau, en fait, il continuait à penser à Liam. Pour moi, même si on m'avait dit qu'il était décédé, il était encore en vie, en fait. J'étais un peu dans une passerelle très compliquée. Et donc, du coup, on arrive à Necker. On arrive dans le service de déchocage. Moi, à 29 ans, je ne connaissais pas les services. Et service de déchocage, je ne comprenais pas ce terme. Mais mes sœurs, elles avaient compris, mais elles ne m'expliquaient rien, en fait. Donc, elles voyaient que j'étais dans un état, en fait, catastrophique. Et elles ne voulaient pas me perdre à ce moment-là.
Du coup, j'attends et on me reçoit et on me dit bon, vous inquiétez pas, on me prépare Aléana. Donc je leur demande, elle va bien? Elle me dit oui, elle va bien, vous inquiétez pas, on la prépare et on revient vers vous. On est arrivé sur les coups de 4h du matin, hein, peut-être 3h, 4h du matin à l'IKEA. Et donc pas d'informations. On reste là, on attend, les heures y passent. Il était presque 10h30, 11h presque. Et du coup, moi sur les coups de 9h, je me suis dit, bon, je vais appeler quand même la famille de mon mari, parce que moi, il ne m'appelle pas. Et quand même, je veux savoir comment ça se passe pour l'enterrement, pour mon conjoint, pour les enfants. On ne va pas les laisser comme ça, en fait, c'est pas possible. Du coup, j'appelle le frère de mon mari, de Mayotte, et je lui demande, oui, moi j'ai appris les décès des enfants et de mon conjoint par téléphone, par ma belle-sœur. Du coup, je voulais savoir comment on fait, en fait, tout simplement, comment ça se passe, c'est à vous de m'aider, vous êtes plus grand que moi, donc c'est à vous de me guider. Du coup, il me disait, ah, mais pour ton mari, c'est pas à toi de décider, vous n'êtes pas mariés civilement, vous êtes juste mariés religieusement, donc c'est pas à toi qui prends la décision, c'est sa mère. J'ai dit oui, et donc c'est quoi cette décision, en fait? Et donc là, il me dit, sa mère elle a décidé de le rapatrier à Mayotte. Je lui dis, mais en fait, il a 2 enfants derrière, qui sont décédés avec lui sur le coup. Et il y a Aléana, en fait, actuellement à l'hôpital. Donc, je comprends pas. Dans tous les cas, t'as pas le droit de prendre des décisions, donc c'est à sa mère de prendre la décision. Moi, j'étais choquée, j'ai pas compris, je me suis dit, waouh, en fait, le mariage religieux compte pour du beurre, je comprends pas. Parce qu'en tant que musulman, chez nous, le mariage religieux, il prime, en fait. Et donc, ils en ont profité concrètement. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, là, ça va être compliqué, hein, concrètement, ça va être très compliqué. Et il me dit au téléphone, par contre, pour tes enfants, c'est toi qui prends la décision. Moi, je lui dis clairement, hein, je lui dis, en fait, moi, c'est impossible de séparer le père des enfants, tout simplement, c'est impossible. Donc, comment on fait? Il me dit, en fait, là, t'as pas le choix. Soit tu les enterres en France, en métropole, ou soit tu t'acceptes tout simplement. Donc ils sont enterrés avec leur père à Mayotte? Non, du tout. Donc du coup, moi, j'ai accepté au début, parce qu'en fait, j'étais dans un état où j'avais pas le temps de réfléchir. En vrai. J'ai pas le temps de réfléchir, c'était trop d'informations pour moi, tout simplement. Du coup, j'ai accepté, j'ai dit, bon, les enfants vont suivre leur père. Et je raccroche, et je réfléchis. Et je me dis, mais en fait, c'est pas possible. Là, la petite, elle est encore à l'hôpital. Je connais même pas son état, je l'ai pas encore vue. Comment je peux faire, en vrai? Et donc, je le rappelle, je lui dis, non, en fait, c'est pas possible. Je peux pas accepter, parce que, tout simplement, il y a Aléana, en fait, à l'hôpital encore. Si elle a besoin de se recueillir, comment je fais? Mayotte, c'est à plusieurs kilomètres, c'est pas possible, tout simplement. Et il me dit, t'as pas le choix. Je lui dis, d'accord. Moi, je voulais pas de conflit, je voulais pas me fatiguer, en fait. J'avais besoin de voir ma fille. Et c'est tout ce qui m'intéressait, en fait, à ce moment-là. C'est ma fille, tout simplement. Et donc, par la suite, j'ai pu voir Aléana à 11h, 11h30. J'ai passé du temps avec elle. C'était magnifique. Elle était dans quel état? Du coup, Aléana, elle était dans le coma. En fait, moi, je comprenais pas. Je me suis dit, ils m'ont dit, elle est réveillée. Donc, la petite de 18 mois. C'est ça, la petite de 18 mois. Et je la vois, elle est branchée dans le coma. Et donc, je regarde l'infirmière qui est en face de moi. Et je lui dis, mais je comprends pas, vous m'avez dit, elle était réveillée. Enfin, on m'a dit au téléphone, elle est réveillée. Et du coup, elle m'explique, en fait, la petite, elle est réveillée, mais on l'a plongée dans le coma pour la préserver, pour la protéger. Donc, je me suis dit, bon, d'accord, c'est-à-dire que si elle est plongée dans le coma, c'est pour la maintenir, tout simplement. Et du coup, une fois qu'elle m'explique, je lui demande est-ce que je peux la toucher, est-ce que je peux lui faire des bisous, est-ce que je... Voilà, parce que moi j'avais peur, hein, concrètement, je me suis dit, bon, peut-être que je vais la toucher, je vais empirer son cas. C'est compliqué, c'est délicat, hein, surtout qu'elle avait que 18 mois, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc, du coup, une fois qu'elle m'explique que oui, il n'y avait pas de souci, moi j'ai fait ce que j'avais à faire avec ma fille, j'ai passé du temps avec elle. Ensuite, on m'a demandé de sortir de la pièce. Et on l'a mis dans une chambre, on m'a prêté, entre guillemets, hein, mais on m'a logé, concrètement, à l'hôpital, pas très loin de ma fille. Du coup, j'ai passé plusieurs jours avec elle. Le mercredi, j'ai appris que son état se dégradait. Le lundi, j'ai essayé de trouver un arrangement avec la belle famille. Du coup, je me suis déplacée jusqu'à Romilly-sur-Seine.
J'ai laissé ma fille avec ma soeur de Londres à l'hôpital, toute la journée, du coup, pour trouver un arrangement tout simplement avec la belle famille, parce que je voulais pas de litige en vrai. Moi, j'étais contre les litiges. Tu t'entendais bien avec ta belle famille? C'est ça, je m'entendais bien. Mais pour moi, je me suis dit, bon, c'est bizarre. S'ils refusent, c'est que, en fait, ils cachaient un peu leur jeu, c'est bizarre. Parce que, en fait, si on a un cœur, on ne peut pas refuser. Pour moi, c'est pas compréhensible en vrai. Et donc, je me suis déplacée. On arrive dans le bureau avec la dame à la pompe funèbre. Et de là, elle me demande, oui, Madame Jean, vous voulez faire quoi par rapport à vos enfants? Parce que, on va d'abord commencer par vous. Donc, je dis, moi, concrètement, je vais tous les enterrer à Tremblant en France, dans le carré musulman. Et de là, elle m'explique, mais par contre, par rapport à votre conjoint, c'est pas vous qui prenez la décision. Moi, je suis choquée, je comprends pas, encore une fois. Et de là, elle demande, oui, alors, monsieur, comment ça se passe, comment on fait? Et il dit, moi, ma femme, elle veut que l'on enterre son fils à Mayotte. Et de là, son père, il voit que je me décompose, en fait. J'étais plus moi-même, en fait, concrètement. Pour moi, c'était trop. J'avais appris trop de choses en très peu de temps. J'avais besoin, en fait, qu'on me laisse juste mon mari, en fait. C'est tout ce que je demandais. Je voulais juste avoir mon mari et mes enfants, les réunir ensemble. Et voilà, pour moi, c'est logique, en fait. Ils sont décédés ensemble. Ils devaient continuer à passer ce dernier moment ensemble, tout simplement. Du coup, on dirait que à ce moment-là, sur un conflit, déjà. C'est déjà un conflit assez compliqué. Et son père, il me dit, bon, Nathalie, je vais essayer de voir avec ma femme. Parce que c'est ma femme qui prend la décision. Et de là, je me dis, bon, c'est fini. Si c'est sa femme qui prend la décision, c'est bon, ça va jamais se terminer en vrai. Et donc, il demande quand même à sa femme. Elle refuse. Et du coup, moi, je vais la voir de moi-même. On voit d'abord le corps de mon mari, tout se passe bien. Et une fois qu'on a vu le corps de mon mari, je lui demande, du coup, est-ce que vous pouvez laisser le corps de votre fils avec ses enfants, tout simplement, en fait? Et elle me dit, non, moi j'ai déjà pris ma décision. Non, mon fils, il ira à Mayotte, il est né à Mayotte, donc il retourne à Mayotte. Je dis, oui, mais là, on a eu des enfants ensemble, on a partagé 12 ans ensemble. Quand même, il est décédé avec ses enfants, on doit le laisser avec ses enfants, en fait, tout simplement. Et du coup, je la supplie au sol, moi, avec ma mère, mes sœurs. Et en fait, elle n'a pas eu d'empathie, pas eu de pitié, en fait, donc elle a refusé encore une fois. Et moi, je suis partie la voir, je lui ai dit concrètement, je lui ai dit directement en face, dans les yeux, en fait, tu m'as jamais aimé, tout simplement. Parce que si tu m'aurais aimé, tu m'aurais accepté dans ta vie, tu t'aurais accepté, en fait, pour moi, pour votre fils et pour ses enfants, tout simplement. Et donc, du coup, moi, je lui ai tourné le dos directement parce que pour moi, c'était trop. Et avec mes sœurs, on est allé voir les autres corps. Et elle vient me voir, elle me dit, Nathalie, bon, faut que je parte, j'aurai pas le temps de voir les enfants. Moi, ça m'a choquée. Je me suis dit, en fait, je comprends pas. Comment ça, tu n'as pas le temps de voir tes petits-enfants, tes 2 petits-enfants. Ça te prend à te casser 10 minutes, en fait. Même si tu restes 5 minutes avec le premier, 5 minutes avec le deuxième, ça va pas te tuer. Et donc moi, ça m'a choquée, je comprenais rien du tout. Je me dis non, je peux pas, je dois partir. On m'attend depuis plusieurs heures à Paris, donc il faut que je parte tout de suite. Donc moi, je prête pas attention. Je me suis dit, bon, elle fait ce qu'elle veut. En vrai, elle m'a même pas accepté pour la forcer encore plus. C'est pas grave. Moi, c'est pas pour moi, c'est pour son fils en vrai qu'elle doit rester. C'est pas. Voilà, moi, j'ai été juste la femme de son fils. Et pour moi, j'estime que je le suis encore en fait. Mais si elle m'a pas accepté, c'est son choix. Mais ça fait mal. Ah bah oui, ça fait mal. Parce qu'en fait, en réalité, quand on vit une épreuve difficile, on se dit, en fait, on a au moins la belle famille à ses côtés. Et moi, en fait, j'avais pas ma belle famille, en fait. Parce que moi, une fois que sa mère, elle a créé ce litige-là, j'avais perdu tous les frères de mon mari. Sa sœur, en fait, du coup, m'a tourné le dos. Ses frères m'ont tourné le dos par la suite. En fait, moi, concrètement, dès qu'ils essayaient d'avoir un contact avec moi, déjà, moi, j'ai refusé parce que je m'attendais déjà aux phrases qu'ils allaient me dire. Hein. J'ai plein de phrases du type ah, mais là, on n'a plus aucun lien avec toi, tes enfants, ils sont décédés, mon frère, il n'est plus là, donc il n'y a plus rien qui nous relie. Il n'y a personne de plus au monde qui aime plus Ali que ma mère. Moi, j'étais choquée, je ne comprenais rien. Je me dis, waouh, en fait, comment c'est possible? J'étais encore à l'hôpital, j'étais à côté de ma fille. Eux sont venus aucune fois à l'hôpital. Ils n'ont même pas eu le temps, en fait. Ils n'ont même pas eu envie. Pour moi, c'est même pas le temps, c'est l'envie. Pour moi, c'est logique. Elle a 18 mois, c'est votre petite nièce.
Pour moi, c'est même pas votre nièce, c'est votre fille en fait, c'est la fille de votre frère quand même, c'est votre sang. Donc, je comprends pas. Ils sont même pas venus un jour à l'hôpital. C'est-à-dire qu'Aliana, elle est décédée le 20 juin, le jour de la fête des pères. Il n'y avait que ma famille. Que moi ou ma famille en fait. Il y a eu même des étrangers, des amis qui m'aidaient en fait les soirs par rapport à Aliana, à l'hôpital, qui venaient, mais eux ne sont pas venus un seul jour. Pour moi, c'est aberrant quand même en fait. Je comprends pas. J'imagine que rapidement, tu te concentres sur le profil du chauffard, sur le profil de la personne qui a fait ce choc frontal, avec l'envie de savoir qui il est, pourquoi, les circonstances. Tu dois avoir besoin de réponses. Bah moi, en fait, juste avant ça, je me suis pas focalisée sur le conducteur parce que j'avais un litige justement par rapport au corps de mon conjoint. Du coup, j'ai dû directement entamer une procédure, prendre une avocate. Donc, j'ai pu les enterrer ensemble à Tremblay-en-France. Mais pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a eu une enquête de police? Bah, en fait, il y a eu une enquête de police, mais moi, quand j'appelais, on me disait... déjà, moi, on m'avait appelé une première fois. On m'avait appelé quand j'étais à l'hôpital de Necker. Et on me demandait de venir pour faire une audition, pour être interrogée, pour faire une audition. Moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi moi je dois être auditionnée en sachant que je n'étais même pas là ce jour-là. Donc, je ne comprenais pas. Et du coup, moi, je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui ce conducteur? Donc, de là, il m'explique, en fait, il y a un choc frontal. Un choc frontal, c'est quoi? Je ne comprends pas. Et de là, il me dit, en fait, c'est une collision de face, les deux véhicules sont percutés face à face. C'était une voiture également? Voilà, c'est une voiture aussi. Et du coup, moi, je me demande, mais du coup, qui allait sur la voie de qui? Quelle information vous avez à me donner? En fait, là, on ne peut rien vous dire. Je comprends pas. En fait, c'est mon mari, c'est mes enfants, on ne peut rien me dire. Donc, j'ai fait mon audition au mois de juillet. J'attends, les mois ils défilent. Août, je demande d'informations, j'ai pas d'informations. Septembre, pas d'informations. Octobre, pas d'informations. Je demande au niveau de l'expertise. On m'explique que la demande elle a été faite, mais ils n'ont toujours pas reçu l'expertise. Au mois d'octobre, je rappelle. Et il me dit, c'est vrai que c'est long, on comprend pas. En fait, moi, c'est pas mon travail. En fait, c'est à vous de comprendre déjà, premièrement. Et là, je lui dis, concrètement, là, faut bouger les choses, c'est pas normal, je peux pas attendre comme ça. Tu sais s'il est en vie ou s'il est décédé, ce chauffard, à ce moment-là? Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il a été héliporté à la Salpêtrière, à Paris. Mais après ça, j'ai aucune information sur le conducteur. Donc tu ne sais pas ce qu'il en est de ce conducteur à ce moment-là? À ce moment-là, de son état de santé? Je ne sais rien du tout à ce moment-là. C'est peut-être pour éviter les débordements, je pense, puisque moi je pensais qu'il s'était sauvé, mais c'est vrai qu'effectivement, en ayant un choc frontal, tu ne peux pas te sauver. Je pense que lui aussi, il a été dans un très, très mauvais état. Et peut-être que si les informations ne sortent pas, il y a certaines familles qui peuvent se venger. Bien sûr, mais c'est très dur aussi. Et je sais qu'on en est tous conscients, mais c'est très dur pour une famille, pour une mère de famille, pour une épouse, de ne pas pouvoir avoir de réponse à ces questions sur l'identité de la personne qui t'a enlevé ta famille. Il n'y a pas d'autre mot. Du jour au lendemain, la vie, elle est bouleversée. Du jour au lendemain, ta vie, elle a totalement changé. À quel moment, Nathalie, tu commences à avoir des éléments de réponse? Est-ce que tu dois te battre pour en savoir plus? Moi, après, mois de novembre, début novembre, j'appelle toutes les semaines, voire 2-3 fois par semaine. Et à partir du 10 novembre, là, je me dis, mais c'est pas normal. Déjà, toujours pas d'expertise. De juin à novembre, pas d'expertise. Là, je me dis, mais il y a un problème, en fait, je comprends pas. Un si long délai et toujours pas d'expertise. Et donc, je rappelle au fur et à mesure, et là, il me dit, toujours rien. Je me dis, bon, c'est un problème. Et de là, je le rappelle encore une fois, c'était fin novembre, sur les coups du 24 novembre, et je lui dis, là, il y a un énorme problème, là, faut vous faire des recherches, faut faire un mail, faut contacter le service que vous avez mandaté. Parce que l'expertise, moi j'en ai besoin en fait, j'ai besoin d'avoir les éléments du dossier. Et de là, il fait des recherches et en fait, il apprend que l'expertise est arrivée dans une autre gendarmerie en fait, à Nogent-sur-Seine. Et du coup, il a dû récupérer l'expertise, parce que c'était Nogent et Romilly qui s'occupait du dossier bien sûr. Et une fois qu'il a récupéré l'expertise, il me dit c'est bon, finalement on a l'expertise. Je dis super, parce que quand même j'ai attendu longtemps pour cette expertise. Et du coup, moi, il a juste pu me dire, je tiens à vous soulager, c'est pas votre conjoint qui est responsable. Comment ça? C'est pas mon conjoint qui est responsable. C'est pas une information... T'attendais pas ça? Pas du tout, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à avoir plus d'éléments, en fait.
C'est pas votre conjoint qui est responsable. Je comprends pas. Ok. Du coup, je me dis, je vais attendre un peu, je vais voir avec mon avocate, maître mineur. Et j'ai toujours rien. Elle me dit qu'elle n'a pas eu l'expertise, elle n'a rien du tout. Il faut qu'elle attende, en fait que le parquet lui donne accès à l'expertise. Du coup, on attend, rien. Les mois ils défilent, rien du tout. Donc moi, arrivé en février, je décide de faire une vidéo, justement. La fameuse vidéo qui a été vue plus d'1 million de fois. Exactement. Et en espérant que plusieurs médias prennent contact avec moi pour partager mon histoire, pour en quelque sorte faire du bruit, pour que ce jour-là, au mois de février, l'enquête avance en fait. J'espérais vraiment qu'en février, ça avance vraiment en fait. Et du coup, j'avais fait la vidéo le 14 février. Et le début mars, ma soeur, elle m'appelle, elle me dit « Oui, Nathalie, il y a le parquet qui essaie de te joindre. Tiens, je te donne le numéro, rappelle-les. » Je lui dis « Mais pourquoi ? Je comprends pas. Pourquoi on m'appelle moi, j'ai une avocate, je comprends pas du tout. » Et elle me dit « Je sais pas, tiens le numéro. » Donc moi, je les rappelle. Et ils me disent « Oui, effectivement, il y a un gros problème dans votre dossier. On n'avait pas connaissance de votre dossier. Jusqu'au moment où on a vu votre vidéo. » Je me dis « Waouh, en fait, comment c'est possible ?» En fait, on est en France. Mon dossier il est resté de novembre à février sans travail, en fait, ça veut dire. Et rien a dû se passer entre novembre et février. Au mois de décembre, il m'a dit « Oui, on va auditionner le conducteur. » Et donc, je lui ai dit « Super, on va l'auditionner au mois de décembre. » Ok, on va l'auditionner, je vais avoir mes réponses et on aura une date de jugement, tout simplement. T'avais besoin, toi, à ce moment-là, de le voir, de mettre un visage sur la personne qui était responsable de ça? J'ai besoin d'avoir une image de la personne, d'avoir un peu une petite idée, en fait. Parce qu'en vrai, quand on voit l'image de la personne, on se donne un peu une idée de la personne, comme elle peut être au volant. Concrètement, j'avais besoin de ça. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. J'ai attendu des excuses du conducteur, j'en ai pas eu. Aujourd'hui, j'en ai toujours pas. Tu l'as confronté? Je ne l'ai pas confronté, mais j'ai fait une page Instagram. Aujourd'hui, tout le monde connaît la page Instagram. Il est où ce conducteur aujourd'hui? Aujourd'hui, il est en détention provisoire, grâce à ma vidéo que j'ai effectuée. Le parquet ont décidé de le mettre en détention provisoire au vu des éléments. C'est-à-dire qu'il est incarcéré. C'est ça. Le temps d'un jugement. Exactement, le temps d'un jugement. Aujourd'hui, c'est la juge d'instruction qui a pris le dossier en charge. En fait, au vu des éléments du dossier qui sont assez graves, que je ne peux pas forcément divulguer vu qu'il y a une instruction. Les seuls éléments que moi j'ai pu avoir, c'est l'alcool. Il était multirécidiviste, je crois. Il n'est pas vraiment récidiviste parce que, en fait, pour être multirécidiviste, il faut avoir des antécédents. D'accord. Mais, pas des antécédents, c'est-à-dire déjà être passé au tribunal. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Après, je ne sais pas si vraiment il a déjà eu des excès de vitesse ou autre. Est-ce que cette personne était sous l'emprise de l'alcool au moment du drame? Voilà, il y avait l'alcool, excès de vitesse. Et moi, les éléments que j'avais, c'était en fait la vidéo de la procureure. Donc moi, je m'étais arrêtée sur cette vidéo-là. Je me suis dit, bon, il semblerait qu'il y ait de l'alcool, il semblerait excès de vitesse, il semblerait des fautes au niveau du code de la route. Je me dis, bon, une procureure ne va pas s'annoncer comme ça, en fait. Donc, si elle le dit, c'est que c'est véridique. Et donc, il a été placé en détention provisoire. Et mon avocate a reçu par la suite l'instruction au mois de mars, récemment. Et en fait, on a pris conscience que le dossier, en fait, il est très, très lourd, en vrai. En vrai, beaucoup me parlent de l'histoire de Nadia Carmel. Mais en fait, c'est bien pire. Je pense que beaucoup n'ont pas... C'est vrai que vous n'avez pas d'image sur le dossier, mais c'est vraiment une histoire incroyable en vrai. Donc c'est vrai que moi je la porte, mais des fois j'ai envie d'en parler, mais malheureusement je ne peux pas. Et il y a beaucoup d'éléments. Tenu par le secret de la procédure et de l'enquête pour l'instant. Où est-ce que ça bloque concrètement? Il y a un accident de la route, il y a des morts, on a l'identité du chauffard, on a tout. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça prend autant de temps qu'il vient d'être en détention provisoire et en plus, il est en détention provisoire, donc il n'est même pas encore incarcéré, c'est ça? Ça bloque où exactement? Est-ce que tu sais? Je ne sais pas du tout.
À quel niveau ça bloque, je ne sais pas. Ton avocate, elle peut pas en savoir plus? Bah non, parce que en fait, ils ont mis une instruction sur le dossier. Il a été incarcéré le 3 mars. Maintenant, il y a une instruction, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse des expertises, encore une fois. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vais devoir attendre encore 1 an. Attendre 1 an, c'est énorme en fait. Bien sûr, mais ça veut Donc dire... Là, on prévoit un jugement en 2023. 2023, ça fait depuis 2021. 21, ouais. Mais ça veut dire que cette personne a peut-être, certainement une famille, que ces personnes-là ont vu ta vidéo. Peut-être, ces personnes-là ont peut-être entendu ton discours. Qu'est-ce que tu attendrais, toi, aujourd'hui, Nathalie, de la part de ses proches? Est-ce que tu as été approchée? Moi, des amis, après je ne sais pas si c'est vraiment des amis ou autres, ou sa conjointe ou autre, hein, sont venus me parler sur Instagram. Des amis à lui? À lui, en me disant je suis désolée pour ce qui t'est arrivé, mais mon ami a été imprudent. Pour moi, c'est pas de l'imprudence en fait. À partir du moment où on prend le volant et on a de l'alcool, c'est plus de l'imprudence. Quand on fait un excès de vitesse, ce n'est plus de l'imprudence. Moi, j'ai le permis et je ne me permets pas de prendre le volant dans un état pitoyable. Quand je suis fatiguée, j'évite de prendre le volant, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule, en fait, c'est un danger public. Si on ne sait pas maîtriser son véhicule, on devient un danger pour tout le monde. C'est une arme. Exactement, une arme. Et pour moi, en fait, lui, ça a été un danger. Pas seulement pour ma famille, parce qu'il est resté plusieurs mois en liberté, mais un danger pour plusieurs personnes autour. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment grave, en fait, au niveau de l'État. Parce que en fait, il aurait pu causer d'autres accidents. Je ne sais pas moi dans quel état il était. Donc je peux pas dire que oui, il était amputé ou autre. Donc aujourd'hui, moi, oui, ça m'a inquiété pendant plusieurs mois qu'il soit resté en liberté. Mais surtout, tu sais même pas si cette personne a des remords. En fait, tu peux pas t'imaginer. C'est-à-dire que, en fait, ça peut-être, ça te ferait un peu, du bien, c'est péjoratif, mais ça ferait quand même, c'est plus plaisant d'avoir quelqu'un qui vous dit pardon, vraiment, qu'on voit qu'il soit mal par rapport à ça. Le truc, c'est que tu ne sais pas, tu ne sais rien. Pour moi, il est pas mal parce que il serait mal, il aurait fait une lettre anonyme. Pour moi, c'est ce que j'aurais fait, tout simplement. Une lettre anonyme. J'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai TikTok. En fait, je suis sur tous les réseaux. Il se serait Mon rendu histoire, elle est relayée. Il aurait pu se rendre de lui-même aussi. Exactement, aussi. Donc, quand on a un peu de conscience, on agit, on n'attend pas qu'on vienne vers soi pour... Ouais, je comprends. Mais tu comprends, toi, que ça ait été autant relayé sur les réseaux, parce que comme ta vidéo a fait presque 1 million de vues, mais pas dans les médias en général. À ton avis, c'est quoi qui était dérangeant dans ton histoire? Est-ce que tu as été approchée par certains médias? Est-ce que... moi, j'étais par les médias. Pour moi, pas vraiment, parce que en fait, j'étais approchée par AJ+, Origine, effectivement. Ouais. J'ai tourné récemment pour un média où j'ai dit que j'allais pas annoncer maintenant le média, parce que je voulais que tout le monde découvre. Et il me semble que c'est tout, à part vous. Et en fait, moi, j'attendais à ce que TPMP revienne vers moi. Malheureusement, j'attends encore toujours, mais rien du tout. J'aurais aimé être approchée par CNews, par 7 à 8, en fait, les grandes chaînes, pour que mon histoire soit vraiment révélée. Aujourd'hui, on parle de 4 morts, on ne parle pas d'un décès. On parle d'enfants, on parle d'un enfant de 6 ans, de 4 ans et de 18 mois. C'est un bébé, en fait. C'est des bébés. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience, en fait, en France. Il faut vraiment que l'État réalise que c'est grave. C'est un accident vraiment très grave. Tu attends quoi, toi, par rapport à toute cette médiatisation? Moi, j'attends à ce que mon dossier, déjà, il avance. Que les gens prennent conscience que la voiture, c'est un danger. Aussi, que moi, je dis pas de pas faire de mariage religieux, concrètement, parce que moi, j'en ai fait un et je le regrette pas du tout. Mais j'estime qu'en France, malheureusement, c'est pas reconnu le mariage religieux. Donc, il faut privilégier le mariage civil et en plus, pour protéger sa famille. C'est ça, protéger sa famille. Et même, c'est protéger soi-même. Parce que moi, malheureusement, j'ai dû passer par plusieurs étapes. Ça a été très difficile. Et en plus des décès de ma famille, rajouter des conflits par la suite, perdre sa belle famille pour des détails, c'est difficile, c'est douloureux. Tu m'as parlé de faire un mariage... mariage posthume. Exactement. C'est ça. J'ai fait une demande de mariage posthume le 14 juin auprès du président de la République. J'ai un problème, c'est que ma belle famille ont refusé de me donner l'autorisation, l'acte de naissance de mon conjoint. Du coup, on a un énorme blocage. Moi, du coup, je dépends un document. Je dépends d'être ce document, effectivement.
Et je dépends aussi de Meaux, en fait, du tribunal de Meaux. Le tribunal de Meaux a fait la demande à Mayotte, à Mamoudzou. Ils n'ont pas envoyé l'acte de naissance. Donc c'est le greffier qui a fait la demande. Le notaire a fait une demande. L'avocate a fait une demande. Et ce document, on l'a toujours pas en fait aujourd'hui. On attend toujours ce document pour valider la demande. Tu le connais mieux que personne, ton mari. Qu'est-ce qu'il te dirait en voyant cette situation, en voyant ces conflits? En fait, moi, mon mari, je pense qu'il dirait de continuer à me battre et de continuer pour eux, de ne pas abandonner. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais continuer à me battre. Et je pense qu'il n'aurait pas aimé aussi un aussi gros litige en fait, entre familles. En fait, concrètement, c'est décevant, c'est désolant hein, quand même. Et tu as mis le doigt sur un point très très important, c'est qu'on pense toujours qu'en islam, il faut que se marier religieusement, sauf que chaque imam te conseillera fortement de te marier aussi civilement, parce que c'est pour ce genre de choses, pour éviter ce genre de choses. Parce que je trouve que c'est quand même te donner un point en plus de ce que tu subis déjà. Totalement. Donc vraiment, je ne sais pas comment tu fais, tu es une femme très très forte. Je ne sais même pas si j'aurais pu être là. Enfin, c'est vraiment bravo, mais vraiment. Jinda, tu es admirative. Oui, mais Jinda, elle est trop, tu vois, c'est ma petite bichette. Du coup, moi j'ai mené ces combats-là et aujourd'hui je mène un autre combat, c'est l'assurance. Mon avocate a fait une demande de provision récemment parce que j'ai arrêté le travail depuis le 12 juin. C'est assez difficile pour moi de soutenir mes besoins, de payer mon loyer parce que j'ai repris un logement ailleurs que là où j'habitais avant. J'habite actuellement en Seine-et-Marne et forcément c'est plus cher les loyers. Où j'habitais, c'était dans l'Aube, donc c'était forcément moins cher. Et j'ai pas voulu rester dans cette région-là, tout simplement parce que ça allait me rappeler tous les souvenirs avec les enfants. Et c'est difficile pour moi aussi. Et l'assurance a refusé à l'avocate de me fournir des provisions. Donc on n'a pas compris, parce que concrètement, c'est un droit que j'ai, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, c'est choquant que l'assurance refuse de me verser des provisions. Je ne peux pas accepter une offre à un montant. Aujourd'hui, je ne peux pas chiffrer mon préjudice, je n'y connais pas. Et j'ai besoin de temps afin de valider une offre, en fait, tout simplement. J'ai reçu le courrier le 10 février. La date butoir était le 12 février. Donc en fait, ils ont attendu quasiment 8 mois pour m'envoyer une offre. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas me statuer en fait, sur un chiffrage. Je veux juste une provision pour pouvoir subvenir à mes besoins. Vivre comme une personne normale, on va dire, entre guillemets, vivre. Parce que moi, je ne vis pas, je survis. Je dois survivre chaque jour. Donc c'est en dépression. C'est une sorte de dépression. Après avoir subi ça, comment veux-tu reprendre le travail? Il faut bien qu'on t'aide. C'est ça, aujourd'hui, je ne peux même plus effectuer des rendez-vous chez le psychologue parce que c'est payant et c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ce qui me tue avec ton histoire, c'est que tu n'es même pas une double victime, tu es une triple victime. Victime finalement de cet accident, quand même. Victime par rapport à ta belle famille, cette injustice. Victime par rapport à la société qui finalement ne te porte pas assez d'aide et de soutien. Comme tu le dis, aujourd'hui, t'es sans le sou, c'est très compliqué pour toi. Je pourrais dire aussi. C'est dur. C'est dur. Et pour moi, t'as un courage exceptionnel. Je retiens mes larmes parce que c'est toi qui devrais pleurer à ma place. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'elle était tellement forte que vraiment. On se sent faible, à côté de toi, vraiment. Vraiment, c'est incroyable. Tu dis je survis chaque jour. Est-ce que tu es dans un état d'esprit où tu te dis que tu vas survivre toujours? Je vais survivre toujours parce que en fait, moi j'avais créé mon foyer en fait, tout simplement. Aujourd'hui, si je pleure pas, c'est que je m'étais dit depuis le décès de ma vie, même avant ça, que je devais arrêter de pleurer pour eux et je dois continuer à me battre pour eux. Donc j'estime que je dois arrêter de pleurer tout simplement et je dois continuer à me battre coûte que coûte. Et ça reste compliqué, c'est vrai, mais malheureusement je dois survivre à mon histoire et ce sera comme ça à vie en vrai. C'est une très belle leçon. Mais moi je vais aller un petit peu plus loin. Je m'excuse pas, j'allais dire je m'excuse par avance, mais non. On va parler français. Est-ce que le fait que tu sois noire, que tu sois voilée, joue sur la médiatisation ou non de ton histoire aujourd'hui? Moi, je pense que... Est-ce que tu y as pensé? Moi, concrètement, je le pense. Je le pense, littéralement, je le pense. Si j'aurais été française, blanche, j'aurais plus de facilité à passer au niveau des médias. Aujourd'hui, je suis noire, voilée. C'est-à-dire, voilée, qui veut dire voilée, dit musulmane, systématiquement.
Et la religion musulmane, en général, elle est mal vue. Mais en fait, en réalité, il ne faut pas voir que le mauvais côté de la religion musulmane. Il y a un très beau côté derrière. En fait. Non, mais c'est des humains, en fait, on a enlevé la vie à des humains, peu importe leur religion ou leur couleur de peau, quoi. Donc moi, j'arrive toujours pas à comprendre, je suis désolée, hein, mais que ton histoire, elle soit pas plus relayée que ça. J'arrive toujours pas à comprendre. Je l'ai dit la dernière fois, quand il s'agit d'autres histoires, on arrive à les mettre en avant. Il y a eu d'autres accidents, il y a eu plein de choses qui se sont passées ces dernières semaines, ces derniers mois, et on a donné la parole à ces personnes-là. Et quand il s'agit d'une femme, d'une mère de famille, d'une veuve, elle a perdu son mari, ses enfants dans un accident tragique, pardon, mais où sont les médias, quoi? Les médias et puis l'État. L'État, il mettait des millions d'euros dans la prévention de la sécurité routière. Pourquoi justement ne pas parler de ton histoire pour alerter les gens, pour expliquer que c'est très dangereux, comme tu l'as dit, que la voiture peut être une arme, que ça va très vite, en un claquement de doigts, ta vie peut être totalement chamboulée. Je veux dire, pour moi, ton histoire, au contraire, devrait servir d'exemple pour la prévention. Et c'est dommage que c'est pas relayé. Et honnêtement, je le comprends pas. Mais c'est pour ça que quand on a parlé de toi la dernière fois, et j'insiste encore, et il faut que vous en parliez. Twitter fait des miracles. Il faut taguer partout le ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti. C'est à lui de faire quelque chose aujourd'hui. C'est pas normal. C'est déjà fait, toute ta communauté le fait. Au travers de la pétition que vous avez mis en place, c'est fait. Que l'homme responsable de l'accident qui a décimé une famille soit jugé. Vous taguez régulièrement le ministre, Monsieur Dupond-Moretti. Avez-vous obtenu une réponse ? Non, j'ai fait une lettre récemment. Je l'ai envoyée par recommandé au ministre, en fait, justement. Et j'attends d'avoir un retour de sa part. J'en ai toujours pas eu. Ça fait peut-être 3 semaines déjà. J'espère qu'il me répondra un jour. Mais j'espère tout simplement. Franchement, comme dit Jinda, Twitter vraiment a une force parfois très très positive. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup du mal des réseaux sociaux, voilà. Mais on l'avait déjà dit, les réseaux sociaux aussi peuvent créer des véritables mouvements et aider, relayer des paroles. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on porte ta parole. Et on est en pleine campagne présidentielle, donc c'est le moment de les interpeller, justement. C'est le moment d'aller voter et de faire en sorte que les choses, elles changent un petit peu. Parce que ce qui se passe là, ça plaît à personne. On est bien d'accord avec ça. Donc, allez voter pour justement qu'on ait au ministère, au gouvernement, des gens qui vont penser à tout le monde. Parce que Nathalie, aujourd'hui, elle est écartée de tout ça. Je ne comprends pas que la justice ne s'intéresse pas à son histoire. Et moi, j'en suis persuadée, le ministre Éric Dupond-Moretti, il l'a vu forcément. Il en a forcé. Il va te répondre. J'en suis persuadée et je m'engage à ce qu'on relaie sur les réseaux sociaux cet extrait où on en parle, en taguant le ministre de la Justice. Je suis sincèrement persuadé qu'il sera sensible à ton histoire et aux témoignages que tu as livrés au travers de ta vidéo, au travers de ce plateau sur Aja et également au travers de la pétition qui est disponible de partout. Je mets le lien cliquable dans la description de cette vidéo. Que l'homme responsable de l'accident qui a décimé une famille soit jugé. Aujourd'hui, j'ai envie de rajouter le mot « enfin jugé ». Merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment Nathalie. Tu reviens, tu nous donnes des nouvelles. On sera là pour toi. On continuera de porter ta parole. Merci Sabrina, merci Jinda, merci Anissa. Merci à vous, Ajatrices, Ajateurs. Vous l'avez compris, hein, un geste, un partage, c'est très important. Partagez aujourd'hui le témoignage auquel vous avez assisté, que vous avez découvert ou redécouvert. Et ça donnera toujours plus de force pour contribuer à aider Nathalie et sa famille. On vous embrasse fort et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le numéro 79. Prenez soin de vous.